Bonjour et bienvenue à tous, je suis Amandine Perjot, responsable communication du CNDB. On est heureux aujourd'hui de vous accueillir pour un événement donc en ligne sous un format un petit peu différent d'habitude, qui est plus une table ronde sous la thématique du coup de la construction bois, de l'architecture et du numérique. C'est un événement qui a été co-construit par le CNDB mais également notre partenaire Advent. Du côté du déroulé, bien sûr, vous avez l'habitude, en tant que participant, de ne pas vous voir ni vous entendre. Par contre, vous pouvez interagir avec nous directement dans la petite bulle conversée en bas ou à droite de votre écran. On va avoir l'intervention dans quelques minutes de Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB, mais également Jean-Marc Pogé, expert construction bois, qui va s'occuper de gérer les questions. Et puis ensuite, la présentation de Arnaud Costa-Levaillant, directeur solutions et services d'Advent. Bonjour. Du côté des intervenants, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir donc 4 professionnels de la construction, de la rénovation aussi bois. Donc, on va avoir l'intervention tout d'abord donc de Christophe Ouayoun, donc architecte fondateur de l'agence d'architecture Cause Architecte. Anne-Cécile Comard, architecte fondatrice d'Atelier Dupont. Ensuite, Édouard Molla, architecte de Archipente, et de Clément Durossel, architecte de WAO Architecture. Donc, je vais vous laisser quelques minutes avec la présentation de Sarah Laroussi, directrice générale du CNDB. Merci Amandine. Bonjour et bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour un nouvel événement en ligne. Alors, je vois que le compteur s'affole. On est déjà à 395 participants. Je pense qu'aujourd'hui, on va débattre tous nos records. Donc, ce qui prouve l'importance et l'intérêt que vous avez pour ce magnifique matériau qu'est le matériau bois. Donc, tout d'abord, je tenais à remercier donc notre partenaire Advent sur cet événement. C'est un nouveau partenaire et on espère qu'on aura l'occasion de vous présenter plusieurs actualités tout au long de l'année. Je tenais également à remercier les petites mains de l'ombre et de la lumière, donc les équipes qui ont travaillé pour mener à bien ce beau projet. Donc Bernadette, Manon, Pascal, Amandine, Léa et Jean-Marc. Et je souhaitais également vous souhaiter à tous et à toutes une excellente année 2021. On espère vous apporter de l'information, des supports et l'ensemble des outils dont vous avez besoin pour concevoir et construire en bois. Donc cet événement s'inscrit dans la tradition du CNDB car comme vous le savez, et Amandine, on peut passer à la slide suivante s'il te plaît, le CNDB existe depuis 30 ans maintenant et accompagne les acteurs de la maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage à concevoir et à construire en bois. Donc cet événement en fait répond un petit peu à l'enjeu du matériau bois qui est d'être le matériau de tous les défis. Aujourd'hui, le CNDB le met en valeur, en avant au travers de 3 pôles de compétences, donc la formation, l'information, avec ce centre de ressources. Donc, n'hésitez pas, et j'aurai l'occasion de vous le redire dans quelques minutes, à consulter nos différents outils. Et puis, la promotion et la communication avec l'accompagnement via des campagnes de communication et des actions des organisations professionnelles et des acteurs de la filière forêt-bois française. Donc, nous sommes en contact permanent avec chacun d'entre vous. On vous remercie de nous relayer, remonter toutes vos réalisations bois, vos projets en cours, vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas à continuer à le faire directement à l'adresse cndb@cndb.org. Vous pouvez également directement nous contacter sur notre site, donc www.cndb.org, et puis nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc Facebook, LinkedIn et Twitter pour connaître les actualités du CNDB ainsi que les actualités de l'ensemble de la filière. On tenait également à vous partager nos prochaines actualités. Nous aurons le plaisir d'animer un nouveau webinaire le 11 février prochain avec notre partenaire RCL, la revue des collectivités locales. Sur ce webinaire dédié à la ville en 2021, on aura l'occasion de nous adresser du coup aux élus, aux collectivités, aux acteurs territoriaux. Nous aurons également le plaisir de nous retrouver. Alors c'est vrai que nous sommes un petit peu dans l'incertitude, comme on le vit tous actuellement face au contexte sanitaire. Donc pour l'instant, on ne sait pas, mais ce qui était prévu, c'est qu'on se retrouve le 18 février lors des Assises nationales du logement et de la mixité urbaine, aux côtés de notre confrère l'UICB. Et puis enfin, toujours via cette série de documents qui plaît énormément, sur lesquels on a pas mal de retours positifs, donc on vous en remercie une fois de plus. Détails d'architecture, réalisé par Jean-Marc avec le soutien de Tristan qu'on salue, on en profite. Et du coup, un rendez-vous hebdomadaire pour pouvoir vous diffuser pas mal d'informations autour de ces détails d'architecture.
Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent webinaire. Au plaisir de vous retrouver avec l'équipe CNDB autour de nos différents outils. Et merci infiniment aux intervenants qui ont répondu présents et qui sont toujours aussi engagés à nos côtés. Merci et bon webinaire. Merci Sarah. Du coup, on va laisser la parole à Arnaud. Oui, merci. Donc effectivement, Arnaud Costel-Vaillant, je représente Advent ce matin. Vous avez sûrement entendu parler de nous. Nous sommes éditeurs de logiciels pour les métiers du bâtiment, un authentique acteur de la French Tech depuis un peu plus de 30 ans maintenant. Donc c'est vrai que tout ce qui est BIM, gestion d'information graphique et plus, ça nous connaît. En 95 déjà, nous faisions des maquettes numériques. Donc sur la slide suivante, s'il vous plaît, Amandine. C'est vrai que vous découvrez ici tous les outils de notre univers. Évidemment, Archicad, le logiciel BIM le plus utilisé en France par les architectes, mais pas que. Notamment avec les derniers développements sur la structure et les fluides, ou encore tout récemment la saisie sur nuage de points. Arclantis également, notre outil de visualisation, ou encore BIM Office, notre solution de gestion des projets constructifs. Porteur de sujets d'actualité d'ailleurs, comme le DCE numérique. Et plus récemment, BIMtrack, notre plateforme de collaboration BIM qui remplace les emails, que ce soit au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre ou dans les échanges avec les maîtrises d'ouvrage, les entreprises. C'est vrai que le point commun à toutes ces solutions, ce qui nous anime, nous, vraiment, c'est leur accessibilité. Évidemment, dans leur performance et leur ergonomie, tout ce qui va faciliter la prise en main, mais bien sûr, sur les capacités de communication. C'est vraiment ça. Ce qui nous intéresse chez Advent, c'est de rendre toute cette technologie accessible. Et c'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on tient à remercier le CNDB, effectivement, pour l'organisation de cet événement. J'espère que ce matin, vous allez voir notre modeste contribution à la fois à la liberté architecturale et également à l'utilisation des techniques et du matériau bois. Et c'est vrai qu'on y trouve un écho tout naturel, justement, dans le dynamisme de cette filière, des architectes. C'est sûr que la mise en œuvre du bois, c'est un peu plus de 3D, un peu plus de numérique, et du coup, c'est là où on se sent bien, forcément. Donc, voilà. Moi, comme vous, en fait, j'ai hâte de voir justement les praticiens à l'œuvre. Donc, je laisse la parole et à tout à l'heure. Merci beaucoup Arnaud. Donc on va directement rentrer dans le vif du sujet avec la première intervention de Christophe. Ok, super. Bonjour à tous. C'est le premier événement de l'année. J'espère que les autres, on les fera en vrai. Mais bon, on est déjà content d'être là. Je vais vous faire une petite présentation. Le sujet est super intéressant, évidemment, sur la partie le numérique et le bois. Pour nous, c'est un peu un moyen ça a été un petit moment là pour essayer la semaine dernière, j'ai fait ça, j'ai regardé les projets qu'on avait fait dans le temps et la façon qu'on avait eu de les fabriquer. Évidemment que les deux ont une interaction, on fabrique des choses avec les outils qu'on a. Et dans l'histoire, voilà, c'était vraiment un moment intéressant. Je me suis posé 2 minutes. Nous, on a commencé à faire du bois très tôt, quasiment à la création de l'agence, avec des petites échelles. Et en particulier une maison qu'on a fait sur une dune à Soulac-sur-Mer. C'est une maison qu'on a construite à l'époque avec le défunt AutoCAD. Et ce logiciel-là, on l'utilisait aussi pour modéliser. Alors ça revient un peu à modéliser dessiner avec des gants de boxe. Mais c'était intéressant parce que ça nous a pas mal appris et on a pas mal compris pas mal de choses. Ensuite, on est passé en 2007 pour les grandes étapes à faire une petite opération mixte dans Paris qu'on dessinait toujours sur AutoCAD, et puis on avait adopté le petit utilitaire Rhino, qu'on utilise toujours, qui est un petit machin vachement efficace et utile. Et enfin, à partir de 2010, on est arrivé sur Archicad, voilà, avec la conviction que là, on avait un vrai logiciel qui avait été étudié pour les architectes, et qui était vraiment adapté à notre usage. Donc au début, ça s'est fait lentement, un peu compliqué au sein de l'agence au tout début. Le fait de quitter AutoCAD où il y avait des vrais spécialistes, ça avait donné une petite bronca. Ça s'est fait lentement, mais après, les plus réactifs sont devenus les plus ayatollahs, je dirais aujourd'hui. En 2013, c'est le premier moment où on partage notre maquette numérique, enfin ce qu'on avait fait en 3D avec un charpentier. Donc ça a été vraiment le début avec cette petite opération de Paul Bourget. C'est une opération de logement dans Paris, 100% en bois. Et puis après, récemment, 2016, c'est pour juste montrer que la progression de cet outil numérique se fait lentement. C'est pas aussi facile qu'on pourrait l'imaginer.
En 2016, on fait une opération, un centre sportif dans Paris, dans le 16e, où on utilise vraiment la maquette numérique avec notre bureau d'études qui modélise ces fluides. Ça paraît être simple, mais c'est assez révolutionnaire, je vous assure. Et c'est là qu'on a réussi à faire notre première synthèse fluide et vraiment un travail intelligent là-dessus. En 2019, on travaille sur Strasbourg. C'est un projet assez innovant. On a fait 6 ans d'études. Là, ça a été ces 6 ans d'échange avec notre bureau d'études, avec une maquette numérique qu'on se transférait avec un IFC pour fouiller toutes les hypothèses qu'on pouvait imaginer sur ce système structurel qu'on allait mettre en œuvre. Et puis aujourd'hui, sur des projets de plus grande échelle, on développe une maquette plus collaborative. Je vais essayer de vous faire un petit zoom à la fin sur ce qu'on est en train de faire au JO. On commence à avancer, ça commence à être assez évolué, mais c'est pas encore un système totalement au point. Dans le développement, nous, on a vite compris aux alentours des années 2000 que les charpentiers utilisaient le numérique et que l'outil qu'on avait, nous, conçu à l'intérieur de l'agence pouvait être exporté. Donc ça a été vraiment... C'est un truc dont on n'avait pas besoin avec j'appellerais ça le conventionnel, comme on dit en agriculture, avec le béton. Parce que c'était de la 2D, on validait des plans, ça allait très bien. Mais avec les charpentiers, quand Woodegger a sorti cette fameuse K2 là qu'on voyait chez les premiers charpentiers, on s'est dit mais ce truc c'est génial, etc. Donc on s'est vraiment activé pour que notre maquette numérique ait du sens. Et puis après, la deuxième problématique, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de partenaires. Les bureaux d'études, les techniciens autour de nous, ils lisaient beaucoup. Et du coup, on avait du mal à converser avec eux. Donc, on a créé un petit bureau d'études environnementales avec nos copains de Plan 01. Anne-Cécile en dira peut-être un mot. Et ça a été un moyen pour nous de tester l'outil que les bureaux d'études mettent en place et avec lesquels on puisse échanger. Donc, ça a été un moyen d'être actif sur cette façon d'échanger, qui est aujourd'hui encore un vrai sujet. Donc, on a commencé à utiliser ArchiWizard, Virtual Environment, et aujourd'hui, on utilise Pléiade. Donc, ça a été un élément aussi assez fondateur. Et puis, cette maquette en interne, de manière assez égoïste, on s'est dit, il faut qu'on l'exploite au maximum. Donc, on a utilisé aujourd'hui un logiciel qui s'appelle Unreal, qui nous permet de faire un système immersif qu'on utilise sur tous nos projets. Ça nous permet de communiquer à l'extérieur et puis aussi de sortir de l'arbitraire. Souvent, les élus nous disent « Ah oui, mais vous nous montrez le meilleur point de vue, etc. » Donc là, on leur donne une manette et ils l'utilisent. Et puis de là, on tire un maximum nos images fixes. Comme ça, bon voilà, on a un outil. Et puis, un deuxième petit utilitaire qu'Advent a sorti récemment, qui est vraiment un truc génial, qui est le BIMX, qui est un tout petit utilitaire qui permet aussi, plutôt dans la phase de mise au point, de communiquer avec nos intervenants, plutôt des gens qui savent évidemment, qui ont plutôt des difficultés à lire des documents graphiques, mais qui permet de passer de la 3D à la coupe au plan de manière assez fluide et d'être très didactique sur ce qu'on présente. Et puis enfin, une troisième partie de notre boulot, c'est cette idée qu'on peut fabriquer. Et fabriquer, pour nous, ça a toujours été un truc, on est un peu bricoleur, ça a toujours été un truc assez important. Le numérique, ça nous a permis de créer des objets, de faire des pavillons, nous-mêmes, soit avec de la découpe laser à l'agence, soit avec des fraiseuses numériques qu'on partage. Et on a monté comme ça des pavillons, on fait aussi de la signalétique, et c'est un moyen aussi de communiquer à l'intérieur de l'agence et à l'extérieur de l'agence par des workshops avec des habitants, etc., et de démarrer le processus de la co-construction. C'est évidemment, pour le dire de manière plus simple, un truc qu'on met en place aussi de manière plus opérationnelle, comme le projet qu'on a en Martinique, un projet du PUCA dont on est lauréat, qui a pour ambition de concevoir un habitat ultra abordable, très simple à fabriquer, avec toujours l'objectif de structurer une filière, là, la filière bois, et surtout de stimuler, j'ai envie de dire, l'autoconstruction, puisque c'est de la guider, de la co-fabriquer. Ou encore, un truc qu'on est en train de faire au Japon pour un pavillon qu'on va réaliser à Kyoto, j'espère l'année prochaine, si tout va bien, à la Villa Kujuyama, avec l'idée qu'on pourra interroger, disons, la partie très traditionnelle du bois et le numérique. Enfin bon, ce débat qui est assez intéressant. Voilà. Ça, c'est notre façon d'aborder le numérique et d'exploiter notre maquette, j'ai envie de dire, et de son développement dans le temps. À un moment donné, on nous a dit, mais en fait, ce que vous faites, c'est du BIM. Ça, c'est arrivé, c'est assez récent.
On a dit, OK, super, et vous allez avoir un BIM manager. Donc, on s'est dit, ouais, super, on va avoir un mec qui va venir et qui va nous expliquer comment on communique ensemble et comment on arrive à faire passer d'une passerelle à l'autre. Pas vraiment, en fait. Le BIM manager, aujourd'hui, c'est devenu un truc pour range bien ta chambre. Mais il manque cet élément qui nous permet de communiquer entre nous et d'avoir de la fluidité entre les différents acteurs. Pour nous, le développement de cette savoir-faire à la fois du numérique et du bois s'est fait très très lentement. Et on est arrivé à la grande hauteur de manière très, disons, apaisée, parce que c'était assez compliqué à fabriquer, je trouve. On a eu une phase découverte dont je vous parlais au début, d'une petite maison qui nous a permis de faire plein de choses, plein de sujets disons, qui nous ont révélé plein de sujets. Et puis après, il y a eu une deuxième phase qui était plutôt une phase j'appelle une phase d'expérimentation, où on a commencé à évaluer le poids carbone de ce qu'on construisait, qu'on a commencé à comprendre ce que c'était que la ressource, évidemment, qu'on s'est engagé dans, disons, la structuration d'une filière bois, et que aussi la partie industrielle nous a vraiment intéressés parce qu'on y a trouvé une qualité dans l'exécution qu'on n'avait jamais connue, et puis aussi une possibilité de réduire la pénibilité sur les chantiers, qui est quand même un vrai problème dans notre métier de bâtisseur. La troisième période, c'est cette période que j'appellerais un peu la démonstration. C'est le moment où on a réussi à faire un projet un peu innovant. On nous disait, il finira en béton. Ben non, je suis content de montrer qu'on est arrivé à le faire en bois. Ça a été 6 ans d'études, de recherche-développement, de partage avec une entreprise Eiffage, avec une ingénierie bois, un bureau d'études bois, et on est arrivé à faire ces 11 niveaux 100% en bois, avec cage d'ascenseur, cage d'escalier. C'est un projet jusqu'au boutiste, mais très démonstrateur. Il y a des essais-feux qui ont été faits là-dessus, des ATEX qui sont sortis, qui font aujourd'hui référence. On est content d'avoir participé à ça. En tout cas, ça a fait notre éducation. Et enfin, la période dans laquelle on est aujourd'hui, c'est plutôt une période collaborative, qu'on développe entre autres sur le bureau, sur le village des athlètes. Elle vient, la démarche qu'on développe là, elle vient un peu des leçons qu'on a tirées des projets qu'on a fait et que je viens de vous présenter rapidement. Pardon, je suis allé un peu vite. La particularité du projet de Strasbourg, c'est d'être construit en CLT. Le CLT, c'est un matériau magique. C'est-à-dire que il permet d'atteindre des grandes hauteurs, il est manipulable, il est facile, etc. Pour la grande hauteur, il est idéal, on ne construit pas des tours tous les jours. Et ses défauts, c'est qu'il est extrêmement consommateur de matière. Et puis, les deuxièmes choses, c'est qui dit plus de matière, dit une masse combustible supérieure. Et les essais qu'on a menés là-bas nous ont prouvé sans doute que c'était difficile à gérer. En tout cas, il nécessite d'être encapsulé, protégé, etc. Et ça rajoute une couche. Quand on fait nos bilans carbone, on s'aperçoit que ça a aussi un impact qui est assez lourd. Ça ne veut pas dire que c'est un matériau à foutre à la poubelle, mais il est bien dans une idée de certains bâtiments. Aujourd'hui, nous, le constat qu'on fait dans notre exercice, c'est que j'ai perdu ma flèche, c'est que la forêt française, bien que le territoire soit couvert à 30% de forêt, la forêt française, elle est constituée de 2 tiers de feuillus et 1 tiers de résineux, ce qui est pas du tout en accord avec la production et le mode opératoire du bois industriel en France, en Europe en général. Et donc, nous, on est très attachés au fait qu'on arrive à retrouver une filière forte et une capacité de production française autonome. C'est qu'on ne soit pas tributaire. Je n'ai rien contre les Finlandais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que le marché du bois est un marché un peu spéculatif et voire dont on est une vraie logique de marché dont on est victime. Et c'est vrai que pour continuer à construire en bois de manière durable, il va falloir qu'on s'intéresse à se mettre tous autour de la table pour faire ça. J'ai plein d'idées là-dessus, mais à développer plus tard. Ça nous amène à concevoir là, pour les JO et dans d'autres projets de l'agence, un système plus léger, un système en proto-poutre avec des planchers béton connectés. C'est un système hybride. Alors vous allez me dire, ça fait 20 ans que vous travaillez sur le bois et puis vous arrivez à un système avec du béton. Est-ce que c'est vraiment... C'est peut-être pas le Graal, mais je dirais qu'en l'état actuel de la réglementation, du niveau de savoir-faire des entreprises, des objectifs carbone qu'on essaye d'avoir meilleurs, c'est une solution qui a pour moi plein de sens. Et quand on regarde nos bilans carbone, on est plutôt très bon. Donc c'est un système qu'on a mis au point. Pour nous, ça permet aussi de révéler le bois et révéler tous les autres matériaux qui constituent notre projet.
Ça, c'est des choses sur lesquelles on a beaucoup travaillé à l'agence, c'est-à-dire de dessiner des projets dont le système structurel soit visible, qui soit identifiable, compréhensible. Ça permet aussi aux utilisateurs et aux mainteneurs de nos bâtiments de mieux les comprendre. La particularité là, c'est qu'on a développé ça pour les JO, dont on avait la coordination technique, qu'on a partagé avec Kobe, qui faisait la partie plus urbaine, avec une trame très rigide, un peu militaire, qu'on a mis au point, optimisé avec CETEC et Eiffage, pour arriver à collaborer et à la diffuser à tous nos autres confrères architectes qui sont emparés et qui l'ont développé dans une expression très personnelle. Alors, sur la partie du numérique, c'est évident que s'il n'y avait pas eu BIM, s'il n'y avait pas eu la maquette numérique, jamais on serait arrivé à faire ce travail. En plus, avec la couche du confinement, on ne s'est pas arrêté, c'est évident que ça n'aurait pas marché. Mais on aurait pu faire un peu mieux. Alors, dans notre travail, là, nous, on a fait un travail de coordination entre une maîtrise d'ouvrage, la Solidéo, un maître d'œuvre urbain, une entreprise, puisque Eiffage était partenaire dès le début, et puis nos confrères architectes avec lesquels on travaillait, nous aussi, puisqu'on construisait en plus de coordonnées, et une couche technique avec tous les bureaux d'études. Ce qu'on peut dire là, c'est que notre travail collaboratif sur la maquette, il n'a pas été parfait, il pourrait arriver à beaucoup mieux, et en tout cas, on n'est pas arrivé tout à fait à partager une maquette commune. Par contre, si je devais tirer des conclusions pour finir ma présentation, c'est qu'on a réussi à faire des imports et donc d'analyse des gestions de conflits, ce qui nous permet d'identifier à quel point on a des sujets qui posent problème et là où il faut qu'on s'améliore. Alors, ça vaut pour les fluides et pour la structure, et ça, c'est quand même très, très utile. Mais on n'est pas arrivé à partager une maquette globale. La deuxième chose, c'est que sur le calcul carbone, on aurait pu être meilleur, mais ça nous permet quand même, parce que ça, c'est un sujet fondamental, et l'apport du numérique dans des bâtiments décarbonés, il est vraiment énorme, parce que ça nous permet d'arbitrer des solutions et trouver des solutions pour que notre carbone soit au meilleur. Et évidemment, le troisième sujet que cette maquette numérique nous a permis de développer, c'est une demande de base de ce projet qui est vraiment géniale, c'est la réversibilité, c'est-à-dire que pendant 15 jours, 2 fois 15 jours, on est dans une phase de JO qui ressemble à un petit hôtel pour devenir ce qu'on appelle la phase héritage qui devient du logement. Donc évidemment que la maquette et la conception de ce projet nécessitent d'être extrêmement rigoureuses et puis très documentées pour que cette réversibilité puisse se faire, disons, 15 jours après, un mois après la construction, et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sait quelle sera la vie de ce logement dans le futur. Voilà. Je vous remercie. Je pense que j'ai tenu mes 12 minutes, j'espère. Du coup, Jean-Marc, je te laisse prendre le relais pour la partie questions. Tu as évoqué que vous n'aviez pas réussi, notamment dans le dernier projet, à avoir une vraie maquette numérique partagée. Comment tu vois un petit peu l'avenir quels sont les freins aujourd'hui pour avoir une vraie maquette partagée par l'ensemble des acteurs, et puis à quel horizon tu vois cette chose-là opérationnelle? Le sujet se fait en 2 temps. La première chose, c'est que les bureaux d'études techniques n'ont pas vu tout de suite d'un bon œil cette maquette, je dirais, sans vouloir être polémique, parce que sans doute que ça a obligé à un moment donné à travailler. Bon, ça c'est un peu mon avis, mais fatalement, il a fallu concevoir des choses, prendre en compte un document en temps réel. Donc ça a pris un peu de temps. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris que c'était l'inévitable, il fallait s'y mettre. Après, il reste la problématique du langage. La logique du BIM Manager dont je parlais tout à l'heure, il nous manque un espèce d'arbitre pour dire qu'un IFC, ça se partage avec un langage commun, pas qu'une histoire de rangement de calque, de charte, mais vraiment partager ça. Et ensuite, il y a sur les développeurs, on en parlait avec Plan O2 il n'y a pas longtemps encore, Pléiade par exemple qu'on utilise, on a du mal à avoir un module d'export qui soit vraiment parfait et qu'on puisse utiliser et qu'il n'y ait pas de perte en ligne des données qu'on met dans nos bâtiments. Quand on renseigne un mur avec une caractéristique des isolants, une paroi, etc., elle a une caractéristique. Il n'y a pas qu'un mode de dessin, il y a aussi une façon d'exporter, une façon de traduire. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai tour de table à faire pour qu'on soit cohérent entre nous et que de toute façon, on utilisera tous des logiciels différents et qu'il va falloir apprendre à traduire ça. Je pense que c'est ça le frein. Donc on voit qu'on va assez loin dans la maquette numérique, dans les phases d'avancement du projet jusqu'à l'exé. Mais au-delà, ma question, c'est quand on arrive pour le bois à la mission PAC, c'est-à-dire les plans d'atelier et chantier, est-ce qu'on est encore en capacité de récupérer l'information? Alors, en fait,
les charpentiers utilisent plusieurs logiciels. Le plus connu, nous, celui avec lequel on a pas mal conversé, c'est CADWork. Et ça marche super bien. C'est-à-dire qu'on arrive à leur exporter nos documents. Après, eux, dans toute la partie de la mise au point, le moment où ils incluent leurs ferrures, etc., là, cette partie-là, en général, on ne récupère pas cette dernière phase. Bon, après, je dirais que si on regarde plus loin sur la gestion de la maquette numérique pour la gestion du bâtiment, je pense pas que ces éléments soient fondamentaux dans la gestion future d'un bâtiment. C'est important, mais c'est vraiment des constituants très internes. C'est un peu comme c'est des constitutions qui sont très forts dans le projet, mais c'est plutôt le développement du rapport de la structure avec les fluides et de tous les éléments qui sont constitutifs et dans la gestion du bâtiment qui sont importants de définir. Ça non plus, c'est pas encore tout à fait au point. Ça commence à venir, mais c'est une progression lente. Merci Christophe. Merci. Merci beaucoup Christophe. Donc du coup, on va passer à la deuxième intervention d'Anne-Cécile Comard. Je vais vous donner la main tout de suite. Ok, bonjour. Rapidement, je vais présenter l'agence, mais je vais passer très très vite. On est 2 associés, Philippe et moi, et on a commencé en 97. Voilà. Notre particularité d'agence, c'est qu'on fait du très petit et du très grand, avec du bois, mais avec pas mal d'autres matériaux aussi. Ce qui explique en fait qu'on ait une architecture qui n'est pas un style, mais qui est adaptée à chaque endroit où on se trouve. Donc les matériaux varient, on construit en pierre, on construit en bois, et donc c'est le meilleur matériau, je dirais, au bon endroit. Donc on n'est pas des précurseurs du bois, mais évidemment c'est un matériau qui nous intéresse beaucoup et qui nous a pas mal apporté. Dans notre ancienne vie avec Cause et Plan 01, c'est Christophe, ils étaient beaucoup plus précurseurs. Nous, c'est venu un peu plus sur le tard, dont le premier bâtiment qui est Santé publique France, que vous voyez sur la gauche. C'est vraiment notre premier bâtiment en bois. Et on a appris beaucoup parce que le bois, ça se conçoit pas comme le béton. Le béton, ça se sculpte. Le bois, ça s'assemble. Et donc, je dirais que là, en fait... pareil, je vais faire un petit hommage à Christophe, mais c'est eux qui nous ont poussés à nous mettre en 3D numérique à l'époque. Nous, on était un peu moins geek, entre guillemets, au bon sens du terme. Mais c'est évidemment un outil intéressant et important, et je dirais surtout dans le bois, pour visualiser en 3D, faire comprendre aux autres, aux différents partenaires, se comprendre et s'expliquer. Donc, sur ce projet-là, on a appris beaucoup. Je vais vous en dire 2 mots. C'est un projet qui est en lisière du bois de Vincennes. C'est un bâtiment qui est fait pour Santé publique France. C'est eux qui s'occupent de la santé des Français. Donc, on avait 2 sujets sur ce projet. C'était, eu égard à leur fonction, de faire un bâtiment qui soit, si ce n'est bon pour la santé, en tout cas pas mauvais, et d'utiliser des matériaux naturels, biosourcés, et faire attention aux coves et différentes choses. Donc, c'est un bâtiment qui est, je dirais pas 100% bois, mais beaucoup bois, y compris en fait l'ossature, les planchers, les façades. On a eu la chance aussi de faire l'archi intérieur. Donc, tout le mobilier, tous les aménagements sont aussi avec des matériaux type paille de bois, carton recyclé, liège. Voilà, on est à peu près, c'est pas un bâtiment qui est certifié, mais on est à 90 mètres cubes de bois, c'est ça, voilà. Donc il explose en fait tous les compteurs sur la quantité de bois utilisé. Donc en fait, ce projet a été fait en entreprise avec Arbonis. Je dois dire que ça n'a pas été un succès sur justement la modélisation et je dirais la relation entre l'entreprise et nous sur comment travailler là-dessus, mais c'est un loi MOP je dirais classique. Je parlerai tout à l'heure d'une autre aventure qu'on a avec un constructeur bois en conception construction, où là vraiment, je pense que la maquette numérique a un plus et une manière de travailler complètement différente. Là, je dirais que c'était un peu classique et que ça n'a pas, mis à part pour nous, pour essayer de comprendre
l'ossature bois, parce que c'est une forme quand même un peu complexe, qui était, je dois l'avouer, pas forcément toujours adaptée à une ossature bois. Donc, on a pas mal galéré. Ça nous a appris beaucoup sur le fait que quand on construit au bois, il faut être tramé, pas trop de porte-à-faux, pas de terrasse étanchée, parce qu'il faut des pentes et que tout ça est compliqué. Donc là-dessus, on a appris pas mal et aujourd'hui, on conçoit vraiment complètement différemment les bâtiments qui sont en bois. Je vous montre la façade qui est en brise. En fait, ce sont des bardeaux de mélèze qui sont fendus à la main et des brise-soleil verticaux en mélèze aussi brut. Du Mercantour. Tous les intérieurs sont été travaillés pour être agréables à vivre. Il y a une notion d'interrogation en fait de ce qu'est le confort. Est-ce que le confort c'est normatif avec de la clim, ou est-ce que c'est des endroits agréables à vivre avec des endroits où on peut échanger, des petits cafés, avoir beaucoup plus d'intention sur l'ambiance, sur les matériaux, sur le bien-être, que sur un confort donc il n'y a pas de clim. En revanche, l'argent qu'on n'a pas mis dans la clim, on l'a mis dans des endroits sympas à vivre. Voilà, donc il y a des petits cafés à tous les étages, il y a du mobilier agréable, en collaboration avec Santé publique France, en fait, tous les matériaux ont été testés par eux en laboratoire. On a très peu de solvants, très peu de coves, pas de plastique. Voilà, donc c'est un sujet intéressant en fait qui marchait bien avec leur. C'est aussi le parti pris du tout apparent. Il n'y a pas de faux plafond. On montre ce que c'est qu'un bâtiment, comment il marche, toute la mécanique. Il n'y a pas de nid à poussière. Voilà, ça c'est la salle du conseil. Je passe un petit peu vite parce que pas beaucoup de temps. Voilà, les matériaux. Vous voyez, il y a beaucoup de bois. Et puis, voilà. Donc, il est conçu entièrement en bois. On lamellé collé en CLT, en plancher connecté bois-béton, qui sont intéressants en fait en bureau parce que on peut quand même passer tous les fluides dans le béton et puis quand même être un peu plus léger qu'une dalle béton. Je passe un peu vite sur les procédés constructifs. Vous voyez, il y a les brises-soleil sont brutes. En fait, comme on est dans le bois de Vincennes, on voulait avoir un projet qui a un petit côté bûcheron, en fait. Donc, il a un petit côté, je dirais pas mal fini, mais fait à la main. Et voilà, ça, c'est ce dont je vous parlais sur l'interrogation entre bien-être et la notion normative du confort. Je pense que c'est intéressant d'interroger cette notion, notamment quand on parle de bureau, et notamment sur la climatisation et des bâtiments dits standards, super anonymes par rapport à des bâtiments où on y est bien. Et maintenant, je vais parler de deux projets en fait qu'on est en train de faire, qu'on vient de gagner avec Mètre Cube, qui est en fait une association de boîtes de bois qui viennent de toute la France, qui sont associées pour pouvoir répondre à des projets plus gros et organiser la filière, parce que c'est quand même un des gros sujets, c'est de pouvoir répondre à tous ces projets en bois. Il y en a beaucoup maintenant. Et donc, je dirais qu'en fait, c'est la première fois que pour nous, une expérience de conception-construction est intéressante. Je dirais que la plupart du temps, avec les bétonneux, en fait, c'est du classique, on fait le projet, ils le chiffrent, et puis c'est trop cher, on déshabille le bâtiment. Avec Mètre Cube, ça a été vraiment tout ce que peut apporter en fait la conception-construction, c'est-à-dire que pendant la conception, tous les ingénieurs bois de Mètre Cube sont là pour mettre au point le bâtiment, pour trouver des solutions économiques, intelligentes, qui soient efficaces et qui soient pas trop chères. Et puis qu'en plus, en fait, les entreprises de construction bois, elles n'ont pas du tout le même esprit que les autres. Ils aiment leur métier, ils ont envie que ça passe, donc ils prennent moins de marge. Donc, il y a un vrai enjeu et c'est vraiment intéressant de faire ça. Donc, on a gagné 2 projets avec eux. Des logements rue de Lorraine, dans le 19e, et puis un projet un passerelle près du parc Montsouris. Donc en fait là, on n'a pas construit encore, on est en phase
en phase d'étude. Je dirais que ce qui est intéressant justement au niveau du concours, c'est tous ces échanges de maquettes numériques pour se comprendre, pour aller plus vite, pour chiffrer le bâtiment, pour trouver des solutions efficaces et de vérifier en fait que nos hypothèses sont les bonnes. Donc je vais vous expliquer un peu le projet. C'est un projet, en fait, c'est 2 bâtiments d'après-guerre en briques qui sont des logements sociaux près de la Petite Ceinture et il faut les réhabiliter et faire une extension. Derrière, c'est un jardin un peu en friche où il y a des arbres qui ont poussé qui sont assez remarquables. Donc il y a un charme à ces espaces verts et l'idée c'est d'ouvrir une percée visuelle sur la Petite Ceinture et de rénover évidemment le bâtiment. Et le projet, c'était de faire une extension derrière. Donc, fort de notre expérience de Santé publique France, maintenant, on trame bien comme il faut tous les bâtiments et la construction est tout à fait carrée. Donc, on est parti sur une trame très carrée qui s'inspire du bâtiment existant. Et pour préserver tous les arbres existants, on est venu en fait découper des courbes qui viennent modeler en fait les bâtiments en bois, qui sont des extensions en bois qui viennent je n'aime pas trop ce mot, mais vraiment se pluguer sur l'existant au sens où en fait on utilise les cages d'escalier existantes et c'est vraiment des extensions légères. Voilà la vue depuis la rue et la vue arrière. Là en fait tout le bâti est plombe de haut en bas de manière assez stricte. Et en fait, toutes les courbes sont prises en charge par les balcons qui nous permettent de faire des grandes terrasses très agréables sur le paysage et de contourner ces arbres qui sont assez remarquables. Voilà, et d'affirmer cette silhouette de bâtiment avec la percée visuelle au milieu. Voilà. Je continue. Voilà, donc en fait, toutes les terrasses sont évidemment accessibles et la dernière est, comme le jardin au rez-de-chaussée est un peu sombre, toutes les terrasses, les dernières toitures sont accessibles à tous les habitants du quartier. Donc c'est aussi un projet complètement en bois où on a réussi à limiter l'épaisseur de plancher qui est le gros sujet en logement pour l'acoustique. Je crois qu'on est à 39 cm parce que sinon on perdait un niveau. Donc, c'est un peu le challenge, mais on va y arriver. Et puis, voilà, je finis par l'impasse Reille. C'est aussi un bâtiment tout en bois. C'est un concours qu'on vient de gagner, mais on a pas mal de problèmes avec les permis de construire. On est en association avec Pascal Gontier et Guillaume Ramillien. Et je dirais que là aussi, sur le sujet de la maquette numérique, c'est intéressant de pouvoir échanger tous les 3. Parce que l'idée, c'était d'avoir une différenciation d'architecture, mais quand même une grande cohérence. Et donc, ça nous a pas mal aidé. On en est tout au début des études. Hein. Comme on est coordinateur, en fait, on arrive avec toutes les maquettes à rassembler tous les projets. C'est un site assez contraint dans un ancien couvent. Et on arrive à R+8, R+9 en bois. Il y a moitié de logements sociaux, moitié de logements en accession, qui est aussi en fait un sujet, parce qu'Emerich, ils n'ont jamais fait de bâtiment en bois encore. Donc, il faut les rassurer tout le temps. Mètre cube pour ça est assez… disons que ce qui nous a permis de gagner, encore une fois, c'est par rapport à nos concurrents en béton, c'est qu'on offrait en fait plus de prestations pour le même prix, puisque eux, ils sont capables d'avoir des marges moins fortes et de s'impliquer, de se passionner sur un projet auquel ils croient pour trouver des solutions, je dirais pas économiques, mais en tout cas efficaces. Donc, c'est un projet qui est son bois, MOB et ossature bois. Voilà, MOB pour les façades, des reflets en CLT, un système de poteaux poutres et des planchers qui sont préfabriqués, aussi bien pour l'accession que pour le social. Voilà, ça c'est les trois répartitions des lots. On vient d'avoir un refus de permis, donc voilà, on est en train de retravailler dessus. C'est pas du tout l'architecture, mais c'est l'histoire politique, bien sûr. Voilà. Donc l'idée, c'est d'un bâtiment assez paysager dans un parc et que les 3 architectures
s'harmonisent avec des différentes teintes. En fait, les façades sont en briques, en tuiles vernissées. Et voilà. Voilà, j'ai pas tout dit, mais... Merci beaucoup. En tout cas, du coup, Jean-Marc, je te laisse prendre le relais pour la partie questions. Avec ton On peut jamais tout dire, on peut jamais tout dire. C'est sûr. Dans le dernier projet, je vois qu'en fait, vous avez travaillé avec plusieurs variétés autour du bois. Hein. Il y a de la numérosature bois, il y a du CLT, il y a des caissons, il y a du poteau-poutre. Donc, on voit que ça a été optimisé. Mais ça me fait revenir sur un point que tu as évoqué. Donc, quand on travaille très en amont en numérique, on est bien obligé de figer ses composants pour pouvoir avancer la maquette numérique. Et ma question, c'est est-ce que finalement, on peut arriver à travailler correctement hors conception-construction en maquette numérique avec toutes ces possibilités constructives? Alors, oui, je dirais que en fait, comme c'est très en amont, évidemment, ça reste en fait une maquette numérique qui est très liée à l'archi. C'est-à-dire que en fait, ce qui est pratique pour eux, c'est qu'ils ont cette maquette à disposition. Donc, il y a une manière de se comprendre entre nous qui fait gagner du temps. C'est-à-dire que, par contre, ils n'ont pas, eux, retravaillé sur la maquette numérique. Par contre, ils ont trouvé des solutions que nous, on a réintégrées. On n'est pas arrivé au niveau des détails, mais ça nous a permis, en fait, déjà de mieux se comprendre et de se comprendre plus vite. D'aborder, en fait, les soucis de hauteur, les soucis d'encombrement de structure, parce que c'est un des sujets qui font très peur au maître d'ouvrage, c'est que quand on dimensionne un poteau, qui tout d'un coup, il devienne le double, vu le prix des surfaces à Paris, c'est un vrai sujet. Donc tout ça, en fait, ça nous a permis de dimensionner très en amont pour pouvoir assurer, en fait, que les solutions techniques ont été trouvées dès le concours, ce qui a été assez rassurant pour le maître d'ouvrage. Oui, ce qui retombe sur ma question, c'est que si tu avais été en loi MOP, est-ce qu'on aurait pu faire un truc comme ça? Pas au même prix. Enfin, honnêtement, je pense que ça coûterait beaucoup plus cher parce que, pour différentes raisons, d'abord de perte de temps, mais c'est pas ça, c'est que nous, on aurait pris... on remarque que les bureaux d'études sont souvent très bons, mais souvent, et notamment en bois, on prend des dispositifs et que les entreprises, vu leur process de fabrication, retravaillent et proposent des variantes. Je pense qu'en faisant ça dès le début, en fait, il y a une optimisation qui a fait que, par exemple, sur ce sujet-là, alors que le bois, on le sait, est quand même plus cher que le béton, on est arrivé au même prix que les entreprises de béton. Et c'est ce qui fait qu'on a gagné, en fait. Alors justement, il y a des questions qui arrivent, bien sûr. Quel est le prix de construction? Alors, le prix de construction, là, il est à 2300 €, je crois. Il faut savoir, en fait, de quoi on parle, parce qu'il y a beaucoup de sujets. 2002. Il y a beaucoup de sujets. D'abord, on est à Paris, dans un site très contraint, avec beaucoup d'impositions légales, de style. Enfin, la ville de Paris est très impliquée là-dessus. Le sujet, c'est que on avait ce budget-là, qu'on soit tous les concurrents, c'est-à-dire qu'on soit en béton ou en bois. Donc, en fait, on est arrivé au prix du béton. Voilà, c'était le même prix, en fait. On était compétitifs, c'est ça que je voulais dire. Même si c'est un projet qui est relativement bien doté par rapport à les projets qu'on fait dans les endroits plus, je dirais, moins Paris, quoi. J'ai une question alors, qui n'a rien à voir, absolument rien à voir. Tu as montré des très beaux projets où il y avait des jeux de matière engagés, c'est très chouette. Par exemple, il y avait du Tavaillon de Mélèze. Comment tu fais en représentation graphique de ce genre de matériaux? Parce que je suppose que ce n'est pas intégré dans Archicad. Alors là, on est sur un autre logiciel, en fait, parce que on a une cellule intégrée qui fait les 3D, comme pas mal maintenant. Et en fait, quand ils n'arrivent pas à reprendre les maquettes Archicad, parce qu'en fait, elles sont trop précises d'une certaine manière et pas assez sur ce qu'on veut voir en effet, sur les matières notamment. Donc en fait, ils utilisent SketchUp, voilà. Et après, ils font leur banque de matière. Donc en fait, c'est un peu déconnecté. C'est vrai que là-dessus, en fait, on n'arrive pas encore à utiliser les mêmes maquettes numériques.
Merci, Anne-Cécile. Rien. Merci à vous. Merci beaucoup, Anne-Cécile. Du coup, on va passer à la dernière présentation d'Édouard et de son invité Clément. Je vous passe tout de suite vos slides. Oui, bonjour. Bonjour. Donc, Édouard Mollard, nous sommes l'agence Archipante. Donc, nous avons une mission qui est zéro émission carbone sur la construction et sur nos projets. Donc, pour cela, on construit en bois exclusivement, en bioclimatique systématiquement. Dans les années 80, nous réalisions des projets RT 2012. Depuis 2010, on s'efforce que tous nos bâtiments soient passifs. Donc ça, c'est notre premier projet d'ampleur qui était un concours gagné en 94. Donc 10 000 m² de chaume pour 1400 m³ de bois, avec une Dream Team, Wolfgang Winter et Jacques Anglade en bureau d'études structure. Donc c'est un bâtiment où c'est avant la naissance du BIM. On a travaillé avec le logiciel CADWork, nous, dès la conception, qui nous a suivi jusqu'à la réalisation. Le bâtiment a été monté en 3D, on en a tiré les coupes, les ferrures en 3D, et on a même exporté la 3D pour un entaillage numérique. On est venu au BIM Archi en 2015 sur un projet beaucoup plus humble, beaucoup plus petit. C'était un premier concours de réhabilitation et d'extension de groupes scolaires. Sur ce bâtiment, on a incorporé les fluides issus de Revit et une structure modélisée en CADWork. Donc tout ça dans le logiciel Archicad. Donc tous nos bâtiments sont conçus et dimensionnés pour recevoir des panneaux photovoltaïques. C'est un projet qu'on a gagné avec une toiture tuile orientée au sud et à laquelle s'est substituée une toiture active avec une maîtrise d'ouvrage tierce qui reverse aujourd'hui un loyer pour l'exploitation. Notre jeu actuel, c'est de travailler sur la construction hors site avec, dans l'optique d'avoir des chantiers éclairs, donc une préfabrication intégrale des bâtiments en atelier. Donc ça, c'est un pôle scientifique, une extension de 1600 m² dans la cour d'un lycée. L'idée était d'avoir une intervention pendant les vacances scolaires. Donc c'est une conception sur mesure avec des modules finis au gabarit routier qu'on vient juxtaposer sur le site. Avec des fluides qui doivent être préfabriqués et on doit juste se contenter de les raccorder sur le site. Donc pour ça, ça nous demande une modélisation 3D d'une manière indispensable pour anticiper cette bonne mise en œuvre de tous ces composants en atelier et avoir ainsi une position parfaite en chantier. Donc sur ce projet, c'était 3 mois de travail en atelier, 4 semaines sur site pour réaliser le clou couvert. On commence à s'amuser avec le paramétrique, pour l'instant sur des concours de complexes sportifs. Ce sont des programmes avec des charpentes qui sont un peu plus travaillées pour absorber les grandes portées. Le paramétrique, c'est décomposer la création d'une forme ou d'une structure en éléments mathématiques simples et interactifs. Donc ça nous permet d'interagir à chaque étape à chaque moment sur une étape identifiée pour mettre à jour toutes les étapes suivantes. On peut faire par exemple varier le rayon de courbure d'une voûte et toute la structure va se remodéliser pour coller à la nouvelle forme. Donc le crème de Valenton, là encore c'est mètre cube mandataire. Donc c'est un crème, c'est une conception, réalisation, exploitation, maintenance avec sur ce collège une labellisation passive qui était demandée dès le concours. C'est-à-dire que dès le concours, nous nous engageons à la performance sur la performance et sur les consommations du bâtiment. La performance d'un bâtiment, elle se joue avant le premier coup de crayon, donc aucun palliatif technique ne peut remplacer le soleil. Aujourd'hui, on a installé le bâtiment pour avoir la cour au sud et le maximum de façade au sud, là où les apports solaires sont facilement contrôlables. Donc, ces projets sont très très exigeants en conception, en particulier si on a l'obligation de passif, notamment sur ce projet là, on a une ventilation double flux par déplacement d'air qui engendre des CTA de dimensions impressionnantes et d'un poids impressionnant. Donc on a compilé tous les corps d'état dans la maquette Archi. C'est un projet qui a trois niveaux de bois sur un rez-de-chaussée béton. La charpente a été travaillée pour coller à l'outil du charpentier, donc qui est l'entreprise MEA à 1 km du site. Donc on cherche à valoriser les petites sections qui doivent être entaillées sur place. Et on a une finition qui tente autant que possible de faire la part belle au bois.
La forêt française aujourd'hui en croissance de 110 millions de mètres cubes chaque année, elle met donc 17 minutes à renouveler le bois qu'on a prélevé, ou encore on peut construire 125 000 collèges équivalents avant de commencer à entamer le stock. On a fait une petite étude sur ce projet et d'autres. Un lot bois de 4 millions d'euros crée 42 emplois à plein temps qui sont non délocalisables si on travaille en bois français. Ça rapporte 800 000 euros à la collectivité. Si on travaillait avec un autre matériau qui était non local, ce serait 818 000 euros d'allocation à verser. Donc ça nous fait un delta d'1,6 million pour 4 millions de lots bois. Donc Clément, on va prendre la suite. Archipante a demandé à WAO de l'accompagner justement sur le lycée de Valenton sur un sujet très spécifique qui est, alors ça déroule tout seul, je vais revenir un tout petit peu en arrière, bon en tout cas de travailler sur une résille. En fait, il y a 2-3 endroits du projet, dont l'image qu'on voit qui est le CDI, une résille dont le principe était une double peau, en fait, donc 2 résilles, l'une derrière l'autre, pour filtrer la lumière devant certaines parties du bâtiment, et notamment le CDI. Donc là, on voit ce CDI. Et donc l'intention, on a des fenêtres qui sont en retrait, et la question était de comprendre, selon les dimensions en l'occurrence c'est de la tôle, une tôle perforée, quelle était la position idéale, donc et la dimension des trous, et la position idéale de ces 2 résilles l'une par rapport à l'autre, afin d'avoir le meilleur qualité de lumière et de se prémunir d'une incidence solaire et d'une gêne thermique du fait du soleil. Donc on a d'abord réduit l'échantillon d'études avec cette double résille sur 1 mètre carré, et pour en faire au travers, alors nous on a utilisé dans ce cas-là Rhino, et puis vous savez, un des avantages de Rhino, c'est aussi les petits plugins qui vont avec, qui sont assez simples d'utilisation, donc grâce au Hopper, et en l'occurrence pour les études d'ensoleillement, Ladybug. On déplace les 2 résilles l'une par rapport à l'autre, donc on a fait dans différentes directions, en X, en Y, et puis combiner ces deux mouvements, afin justement de comprendre aux différents moments de la journée quelle était la meilleure position de cette résille par rapport à l'autre. Ce qu'on voit sur la partie droite de l'image, on étudiait deux critères. Il y a bien sûr l'ombre qui est créée, ou voilà, la porosité par rapport au rayon du soleil, mais aussi un facteur qui est important, c'est la porosité visuelle. On a envie forcément, si on a des résilles qui sont décalées d'une certaine façon, qui obturent totalement la vision, c'était pas acceptable pour un CDI. Donc, on voit les 2 courbes à droite qui sont la mise en parallèle de la question de la vue et de la question des apports lumineux. Et alors, donc, le premier sujet, c'était la position de la résille l'une par rapport à l'autre et la question des perforations. Le second sujet qu'on a traité, c'était une question peut-être un peu plus graphique, mais qui était celle de la répétition. C'est toujours quelque chose de récurrent en architecture. On a besoin quand même d'un minimum de répétition, malgré l'envie de faire des formes totalement libres. Donc, sur cette image, on voit des panneaux qui sont des espèces de cassettes en aluminium, avec un positionnement. Donc, on a utilisé encore une fois un plugin Kangaroo pour faire un nesting, donc faire un positionnement contrôlé de ces 2 types d'obturation dans un motif précis. Et après, ce motif est répété afin d'avoir une intention graphique que vous voyez assez végétale, disons, mais à la fois avec des panneaux répétitifs qu'on voit, le T1 qu'on retrouve un petit peu plus loin, et avec au final à peu près une estompe. Voilà, on arrive à peu près à estomper ce côté répétitif. Alors, je vais passer à un sujet très différent, mais en tout cas, mais complémentaire. Donc, l'agence WAO, on s'est associé avec d'autres personnes en 2013 pour fonder un Fab Lab qui est dans le 19e, qui s'appelle WOMA. Et les Fab Labs, je ne sais pas si tout le monde est familier avec les Fab Labs. Donc, dans les Fab Labs, il y a en l'occurrence, ce WOMA qui s'appelle Working Making, c'est à la fois un Fab Lab, à la fois un espace de coworking. Là, ce qu'on voit sur cette image, on aime bien la montrer, on voit 2 personnes à gauche qui cowork, donc ils sont en train d'essayer de se concentrer, et à droite, des personnes qui sont en train d'installer une fraiseuse numérique.
C'était au tout début de cette aventure. Et en fait, ça interroge justement cette question, comment les concepteurs, les architectes, les ingénieurs peuvent aussi travailler et être voilà, partager ces thématiques qui sont contradictoires à prime abord, qui sont la fabrication, l'atelier et le bureau. Donc voilà, cette fraise numérique, c'est ce qu'on voit à gauche. La plupart d'entre vous savent ce que c'est qu'une fraise numérique, qui permet de découper des panneaux standards de bois, donc 2,50 m par 1,25 m. Et aussi, bien sûr, un des enjeux des Fab Labs, c'est la démocratisation de ces outils de fabrication numérique. Là, on voit un enseignement à des personnes sur l'utilisation de ces outils numériques, donc de conception et de fabrication. Donc, ça permet de faire des petits pavillons. On a vu quelques images dans la présentation précédente de découpe numérique avec les différents types d'assemblage et la question de l'open source. Donc là, on s'est inscrit pour un premier projet dans le cadre des Wiki House, qui sont des systèmes constructifs calibrés par rapport à la fabrication sur fraise numérique et libres de droit. On a appris à se servir cette machine afin de faire des projets en autoconstruction sur des projets d'architecture qu'on faisait. On rajoutait une petite touche que peut-être on n'aurait pas pu se financer ou que les clients n'auraient pas pu payer si on passait par des systèmes traditionnels. Et le fait d'avoir justement des outils numériques à disposition, en tout cas dans un cadre collaboratif, a permis de réaliser des choses comme ça. Donc c'est un escalier, donc on voit ces planches qui ont été découpées numériquement. Et puis voilà, un autre type. Donc au début, c'est surtout des escaliers. Donc on parvient, en collaborant avec les entreprises générales qui s'occupent du reste des lots, d'arriver à réaliser ce genre d'objet. Mais également, et c'est là où ça prend peut-être plus d'impact, c'est la question aussi de l'apport du numérique à l'échelle architecturale et puis peut-être urbaine. Là, la fraise numérique nous a permis de réaliser un prototype. En fait, il y avait un chantier en cours de façade bois. Et grâce on a pu réaliser un prototype donc, qui était d'abord fait en médium et qui a pu convaincre la maîtrise d'ouvrage. C'était en l'occurrence RIBP pour un projet de logement social à Paris, où on a pu convaincre le client grâce au prototype d'utiliser l'outil numérique pour sculpter. Ça faisait des centaines d'années, je pense, qu'il n'y avait pas eu de façade sculptée en bois à Paris. Et voici du chêne sculpté pour certaines petites parties qui sont les habillages de nez de dalle et les meubles. Mais alors, le numérique, c'est très bien. La découpe numérique, c'est très bien. Ça permet de faire des formes très diverses, très intéressantes, courbes, etc. Le problème, et on le constate quand vous traînez un peu dans les Fab Labs, vous voyez qu'en fait, il y a énormément de chutes qui sont générées par cette liberté formelle qui est justement celle issue de la découpe numérique. Donc, la question de la chute et la question des déchets de façon globale, forcément, c'est une question majeure dans la question d'une construction décarbonée. Là, vous voyez les chiffres de l'ADEME de l'année dernière, où on voit qu'il y a quand même 2 millions de tonnes de bois qui sont issus de la construction, qui sont jetés chaque année. Et forcément, voilà, comment réintégrer la question du déchet dans la conception, comment réemployer les matériaux issus de la déconstruction. Donc la Maison des Canaux nous a proposé de faire une terrasse. Ils faisaient une terrasse éphémère tous les ans. Donc on a conçu cette ombrière avec au départ des planches de bois qui étaient issues de caves, de rangements de caves. Et il s'est trouvé que ce gisement était plombé. Donc on a dû réadapter, en fait, grâce au numérique, on avait un modèle filaire original et qu'on a dû réadapter avec un nouveau gisement. On ne pouvait plus utiliser le gisement plombé, on a réutilisé d'autres gisements, en l'occurrence des madriers de bois qui étaient issus d'un ancien plinthelage d'échafaudage. Et aussi, le numérique nous a permis donc de réadapter très rapidement un modèle, mais également de créer des pièces de connexion en fraiseuse numérique pour adapter cette structure là en l'occurrence des portes de câbles qu'on avait récupérées.
Voilà, donc une pièce numérique qui permet de faire la transition pour adapter à des éléments aléatoires que sont les typiques des matériaux divers du réemploi des constructions. Là, on voit bien sûr un des sujets du réemploi, c'est que ça coûte moins cher, le matériau, mais il y a souvent un gros traitement à réaliser pour l'utiliser. On voit voilà, le résultat de ces structures. La question du réemploi, ça pose aussi beaucoup de questions d'ordre technique, sécuritaire, de dimensionnement. Comment on justifie la résistance structurelle d'éléments de bois, voilà, comment les bureaux de contrôle jouent le jeu, etc. Ça ouvre plein de sujets. Et puis voilà, donc c'est sûr, c'est facile, c'était un bâtiment éphémère, sans le couvert, mais au final, voilà, on a pu réaliser de façon collaborative, c'est aussi un des enjeux importants de ce projet, un matériau avec 90% de bois réemployé. Merci. Jean-Marc, tu peux reprendre la main pour la partie questions. Oui, bien volontiers. Je vais commencer avec Édouard. Alors, Archipand, c'est une agence qui a toute une histoire dans le numérique édouard, qui est ancienne, bien sûr. Et puis, je vois que maintenant, vous allez vers des réflexions sur le hors-site. Je voulais avoir ton avis un petit peu sur l'avenir de ces techniques hors-site par rapport aux entreprises. Parce qu'en fait, c'est un vrai changement pour l'entreprise. On passe d'un monde de construction à un monde presque d'industriel. Alors, je voulais avoir un petit peu ton avis sur comment tu voyais l'évolution de ce hors-site en France. Alors le hors-site pour la construction bois, c'est ce qu'il y a presque de plus naturel, hein, puisque les charpentiers ont l'habitude de travailler en atelier, font de la préfabrication 2D, je pense presque systématiquement. Donc il n'y a rien de nouveau pour eux. Ce qui devient intéressant, c'est quand on commence à travailler en 3D. Donc beaucoup d'entreprises s'y mettent. On a des sociétés gigantesques qui sont en train de se créer à la fois en Chine, en Europe, dans le nord de l'Europe ou aux États-Unis. En France, on y va très doucement. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des réelles difficultés. Je pense à intégrer des différents corps de métier dans les ateliers. Ça demande des surfaces qui sont importantes. Ça demande de faire venir des entreprises de fluides, des électriciens, beaucoup d'éléments qui ne sont pas systématiquement intégrés d'un charpente. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a quelques difficultés pour les entreprises françaises à y aller. Alors, il y a un des auditeurs qui aimerait avoir plus d'explications sur le beau bâtiment avec la vague. Est-ce que tu pourrais nous en reparler un petit peu ? Quel type d'explication? Alors j'ai vu qu'il y a une question sur comment réaliser effectivement cette vague. Alors en bois, c'est très simple, hein, on discrétise la structure. Donc en fonction du nombre on facétise. Hein, donc en fonction du nombre de facettes, on voit plus, on donne cette impression. Voilà, donc là, ce sont des panneaux qui ont été juxtaposés. Mais on peut le faire très bien avec une structure en facétisant. Alors peut-être une question à Clément. Clément a évoqué un vrai problème, c'est-à-dire que quand on prend des matériaux en réutilisation, ils ne sont pas marqués CE, on ne connaît pas leur performance structurelle, et donc il faut trouver une solution. Alors, quelle est la solution qui a pu être trouvée dans le cadre du projet pour valider ces composants? Ouais, donc c'est effectivement. Alors, il y a un premier problème, c'est la question du gisement et de connaître son gisement, de bien cartographier quand on a plein de bouts de bois, voilà, connaître leur taille, leur dimension, etc. Et puis après, il y a à savoir quelles sont leurs capacités. Donc là, dans ce cas de ce projet-là, on a travaillé avec un bureau d'études RBS qui justement qui a vraiment joué le jeu du réemploi. Donc, qui est venu, qui a découpé, parce qu'en fait, on savait que c'était un résineux, mais on connaissait pas l'essence précise, on connaissait pas la densité du bois, on connaissait pas son taux d'humidité. Donc, il est venu, il a pris il a découpé des petits morceaux de bois, et puis après, il a fait une analyse. Donc, c'était une analyse, c'était pas, voilà, le CSTB, mais quand même, il l'a pesé, il a mesuré le taux hygrométrique, et il a pu en définir une capacité portante. Et puis après, il a pris des critères un peu conservatifs, mais il est quand même arrivé à dimensionner la structure et il y a eu une interaction pour la trianguler correctement pour être sûr qu'elle
qu'elles tiennent aux différents efforts, vent, etc. Donc ça demande des bureaux d'études, effectivement, qui mettent un peu la main à la pâte de façon non conventionnelle, donc qui jouent vraiment le jeu. Et puis après, c'est vrai aussi, je le disais tout à l'heure, par rapport au bureau de contrôle, pour arriver dans ce cas-là, comme c'est éphémère, souvent les bâtiments éphémères et qui sont non clos couverts sortent un peu du cadre réglementaire plus contraignant. Mais néanmoins, le bureau d'études le bureau de contrôle, a quand même validé le principe, les notes de calcul, etc. pour ce bâtiment. Et dans un projet comme ça, on ne sait pas trop ce que l'on va trouver quand on va réutiliser. On va démonter des pièces, peut-être qu'il y a des clous dedans, il y a des étriers, il faut désosser, enfin je ne sais pas. Comment on organise ça en termes de mission, en amont? En termes de mission pour un groupement de maîtrise d'œuvre À un moment donné, s'il faut par exemple retraiter, on s'aperçoit qu'il faut retraiter toutes les pièces pour enlever tous les éléments incongrus. Comment ça fonctionne? Quel type de marché on va faire? En fait, même dans les cadres de marché public, là, c'est ce qu'on essaie de mettre en place la plupart du temps. Dans nos CCTP, on décrit justement, on a un CCTP spécifique pour le réemploi, justement pour à la fois accompagner, aider les entreprises à trouver des gisements de réemploi, parce qu'en fait, quand on veut qu'on soit en emploi, on peut pas commander chez Point B. Il faut passer par d'autres systèmes qui justement, c'est une filière qui se met en place petit à petit, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Et puis après, il y a les accompagner donc, sur les gisements, mais aussi sur des modes de fabrication spécifiques avec ces questions du désossage, les machines qu'on utilise pour fabriquer des éléments en bois. Ils n'aiment pas trop trouver un clou sur leur chemin, etc. Donc il y a un vrai travail d'anticipation, de cadrage dans des CCTP spécifiques, et puis de discussion avec les entreprises pour les prévenir que on va utiliser du remploi sur une partie sur le bâtiment, et donc qu'il y a une logistique à mettre en place. D'accord, ok, merci Clément. Alors on va passer aux questions peut-être un peu plus générales. On va demander à nos intervenants tout simplement d'y répondre. Il y a une question qui est venue, qui s'adresse peut-être plus à Advent, qui parle, et vous l'avez tous exprimé, c'est le problème de la compatibilité entre les différents logiciels. Et la question, c'est de savoir, est-ce que toutes les marques, tous les fabricants travaillent à ces compatibilités? Plutôt oui. Après, effectivement, tout dépend de ce qu'on entend par communication. Tout à l'heure, Madame Comard parlait de l'utilisation de SketchUp en fait pour la communication de projet, et c'est vrai que ça a du sens parce qu'on n'a pas besoin d'un niveau de détail comme on peut trouver dans une maquette Archicad. Pour aller jusqu'à converser avec une machine de découpe numérique, là évidemment qu'on a besoin de beaucoup plus de détails. Quoi qu'il en soit, on a quand même la chance depuis 20 ans, on va dire, de manière très opérationnelle, depuis 5 ans, d'avoir une norme qui est le format IFC, qui permet de manière complètement transverse aux éditeurs d'échanger de l'information. Là où c'est vrai que ça a encore un petit peu de technicité, et donc on essaye évidemment d'amenuiser le tout. Mais là où il ne faut pas se tromper, c'est qu'il faut vraiment être bien certain de ce qu'on a envie de faire passer comme information au travers de ce format. Une fois qu'on a mis les choses dans ce sens-là, c'est quand même beaucoup plus fluide. Et je crois que ça a pas mal été souligné aujourd'hui. Évidemment, on a notre part de responsabilité, mais c'est quand même beaucoup une histoire de volonté des différents acteurs. Voilà, l'échange, c'est de l'humain avant tout. Après, nous, la technique, on essaie de la rendre la plus facile possible, mais... il y a une question qui vient, qui est plus sur la construction bois en soi, c'est comment on fait pour gérer le confort d'été. Alors là, je m'adresse à un des 3 intervenants qui veut répondre. Je veux bien dire un mot. Le confort d'été, ça parle de l'inertie, parce que sinon la problématique du confort d'été est la même dans tous les bâtiments. Il faut ventiler, etc. Il faut se protéger. Les règles qu'on doit suivre sont les mêmes. La problématique arrive rapidement à la logique de l'inertie. C'est un peu ce qu'on oppose souvent au bois. Moi, j'ai envie de dire que c'est pas il y a un diktat pendant longtemps qui disait quand on fait des bâtiments à forte inertie, on a de meilleurs résultats, etc. Je suis pas si sûr de ça.
et en particulier, les évolutions climatiques nous amènent à des phases de déphasage qui sont de moins en moins évidentes. On a vu des périodes de chaleur qui sont très très longues et qui peuvent plaider, et il y a pas mal d'études en ce moment qui parlent de ça, qui peuvent plaider en faveur de bâtiments qui sont à inertie moyenne, on va dire, et qui sont capables de déphaser eux-mêmes très très vite et d'emmagasiner peut-être un peu plus rapidement, mais capable de déphaser rapidement. Donc en fait, il y a un débat sur cette histoire d'inertie ou pas. Après, sur la partie du confort d'été, il n'y a pas de règle spécifique au bois. Le confort d'été, il est à respecter dans tous les bâtiments en fonction des matériaux qui font l'enveloppe, qui font les planchers, qui font la structure, etc. Une question plus logicielle à nouveau. On a bien évoqué qu'il y avait un bon passage entre Archicad et CADWorks. Est-ce que c'est la même chose avec SEMA? Alors moi, je ne saurais pas vous dire. Je préfère peut-être si vous avez l'expérience en agence, cette type d'expérience. Sur CADWorks, mais SEMA, je ne connais pas, j'avoue. Si on est très branché CADWorks, on a encore la moitié une partie de l'agence qui travaille sous CADWorks. Donc nous, les échanges se font principalement avec CADWorks. Ouais. Alors, il y a une question qui vient de manière très générale, c'est pourquoi on ne trouve pas l'enseignement du CLT, des systèmes ossature-bois à l'intérieur des écoles d'architecture? C'est une bonne question, mais il vaut mieux rester en question. Non, si je peux me permettre juste deux points, le CLT finalement c'est très très simple d'approche, hein, c'est le même principe que la structure béton. On parle de voile, ça se découpe facilement. Il n'y a aucune révolution conceptuelle dans le CLT. Par contre, la structure bois demande une rigueur qui est beaucoup plus importante. On le voit à chaque nouvel arrivant à l'agence. On passe par l'étape apprentissage de la trame, et il faut arriver à dépasser la barrière de cette trame pour arriver à en faire une force. C'est ce qui nous permet après d'avoir des coûts de construction qui sont optimisés, parce qu'on a des centres de charge qui sont les bonnes, et un bâtiment tramé du coup sort beaucoup moins cher et est beaucoup plus simple à exécuter. Alors, il y a pas mal de questions qui se posent également sur comment mieux connaître la construction bois. Pour tous les auditeurs, je vous informe qu'il y a un site qui s'appelle le catalogue bois construction, qui est le site de référence pour la construction bois, dans lequel vous trouverez les techniques qui sont validées par les DTU en ossature bois, mais également avec du CLT. Vous y trouverez des plans de détail, des CCTP et tout l'aspect réglementaire qui va autour. Et puis alors, il y a des gens qui voudraient en savoir un petit peu plus sur l'acoustique. Peut-être que sur un des projets, vous pourriez nous parler des dispositifs mis en place pour répondre aux exigences acoustiques. Alors, en fait, les exigences acoustiques, je réponds, bon, je sais pas, comme vous voulez. Juste sur mon expérience, en fait, en bureau, c'est pas tellement un sujet, les normes sont pas trop drastiques. Par contre, c'est en logement en fait que ça pose vraiment un sujet. Et donc, en fait, on résout le problème avec des planchers très épais. Et en fait, c'est un peu le problème, c'est que souvent, en fait, à force d'accumuler des planchers très épais, avec les pluies, on perd un niveau. Donc, en fait, tout le sujet, c'est d'essayer de limiter ces épaisseurs de poutres et de planchers. Limiter, une des solutions, les planchers connectés, ça marche pas mal. C'est-à-dire qu'en fait, c'est du CLT connecté avec une petite dalle béton. Mais ça coûte un petit peu cher. Donc, voilà, nous, par exemple, sur les logements, là, on est en plancher à caisson parce que c'est le moins cher. Mais du coup, on a les épaisseurs, on doit être à 40 ou 42. Pardon, juste pour rajouter à ce que dit Anne-Cécile sur le sujet de l'acoustique, c'est vrai que toutes les problématiques qu'on rencontre dans le bois sont vraiment spécifiques. Elles ne sont pas plus contraignantes, elles sont juste spécifiques. C'est-à-dire que sur le béton, ça fait 50 ans qu'on a assimilé toutes les contraintes qui étaient liées, on trouve ça parfaitement normal. Avec le bois, il y a une règle du jeu qui est particulière, il y a des contraintes, entre guillemets, qui sont aussi des atouts qu'il faut prendre en compte dans la conception. Donc, Édouard en parlait bien sur la logique de la trame. Sur l'acoustique, c'est pareil.
on résout pas les mêmes problèmes avec les mêmes matériaux. C'est peut-être sur le domaine, alors sur la partie du feu, il y a eu des choses qui ont beaucoup avancé là, ces dernières années, voire ces derniers mois. En tout cas, il y a eu des choses qui ont été, sur lesquelles on a statué. Ce qui est sécuriser le monde du bâtiment, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est-à-dire que tout le monde sait à quoi il a le droit, à quoi il n'a pas le droit. Sur la partie de l'acoustique, c'est vrai qu'on est dans un mode plus empirique. Nous, on travaille avec des acousticiens, en particulier avec AIDA. C'est des tests, c'est encore de la mise à l'épreuve des procédés, des empilements de couches pour du résilient, les fabricants à tester. Donc, il y a encore une phase d'expérimentation sur ces sujets-là qui est en cours, qui nécessite d'être testé et d'être évalué à la mise en œuvre. Il n'y a pas de règles très, très, très précises qui nous guident sur ce sujet-là. Après, nous, on a des expériences assez... sur le collège de Valenton, hein, on est juste en dessous de la ligne d'Orly, sous les pistes de décollage. Donc, on a des affaiblissements de 42 décibels, je crois, en façade. On n'a pas eu de problème insurmontable. Finalement, c'est presque plus difficile de trouver un triple vitrage qui soit efficient acoustique que d'arriver à faire une façade qui est elle-même affaiblissement. Donc, toujours par des principes de superposition de couches, de placo, on y arrive sans problème. Sur les bruits aériens, il y a plus de facilité. Je parlais plutôt des bruits d'impact. Les bruits d'impact de plancher à plancher. Plancher, c'est quand même le sujet qui reste compliqué à gérer. Ouais. Je reviens sur Anne-Cécile qui parlait de l'épaisseur des planchers, qui effectivement est un point qui peut être pénalisant. Il faut savoir qu'au niveau du PLU, on a une possibilité de dérogation pour des bâtiments très performants sur le plan énergétique, bas carbone. Ouais. Mais il faut que cet élément soit intégré dans le cadre du PLU, que cette règle soit intégrée. Oui, et un autre sujet, c'est que par exemple, notamment à Paris, où les permis sont soumis à beaucoup de recours donc en fait tout est très sensible. Souvent les maîtres d'ouvrage veulent pas utiliser cette clause parce qu'elle est jugée un peu fragile et attaquable. On a eu notamment nous un recours à cause de ça. Donc en fait c'est pas encore quelque chose qui est rentré dans les mœurs, dans le classique, hein, d'utiliser cette possibilité qui est pourtant bien intelligente. Une question à Arnaud. Dans Archicad, y a-t-il un plugin spécifique pour la modélisation des murs ossature bois? Est-ce qu'il va répondre en fait à toute la technicité qu'on est attendue par des spécialistes comme on a ce matin? Ça, je ne m'avancerai pas, je préfère les laisser répondre. En tout cas, oui, il y a bien un objet paramétrique qui est prévu, effectivement. Les intervenants peuvent peut-être nous en parler s'ils les utilisent. Christophe, par exemple? Je n'osais pas, avec plaisir. Archicad permet de constituer des parois, donc de constituer une paroi de départ avec des éléments constitutifs qui sont de l'ossature, du CLT, son élément qui le constitue, et ensuite ça devient un élément qu'on peut, disons, développer et que chaque projet a de spécifique. Donc il y a effectivement un système qui nous permet de créer des murs soit par le vrai biais de profils complexes, soit par le biais de la constitution de parois. Ensuite, ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'on a maintenant la possibilité de qualifier la constitution de nos parois, c'est-à-dire de leur donner des caractéristiques thermiques, acoustiques, etc., qui ensuite sont récupérées par le bureau d'études. C'est ça qui nous intéresse beaucoup, le fait que cette maquette-là commence à être vraiment implémentée et qu'elle ait des qualités. Alors, ces parois qui sont donc des éléments composites, est-ce qu'ils sont déjà disponibles dans Archicad ou alors chacun doit se faire ses parois? Sur Archicad, alors ça c'est le grand sujet de la template. Comme on dit, nous à l'agence, on est en pleine refondation de ce dispositif-là. Il y a des choses qui sont proposées en standard, des compositions de murs, et ensuite à chacun de les composer. Chaque projet dans sa constitution, en tout cas chez nous, d'ossature, de CLT, voire de système mixte, nécessite d'avoir une définition de notre mur
spécifique, donc elle est faite, disons, au démarrage du projet presque. Mais ça se travaille. Alors, juste pour dire un mot sur Archicad, parce que nous, ça fait quand même 15 ans qu'on travaille avec, c'est quand même le seul logiciel qui a été dessiné pour des architectes. Donc, il faut absolument, c'est un peu voilà, nous, on a longtemps travaillé, on a tout testé, et je pense que c'est un logiciel qui est vraiment fait pour les architectes et qui dialogue bien avec le reste. Ça, c'est sûr et certain, et on n'a plus de doute là-dessus. Après, son évolution se fait rapidement, il y a pas mal de choses qui sont à améliorer, évidemment, mais c'est aujourd'hui un des logiciels le plus abouti pour notre métier. Alors avec la RE 2020 qui arrive, on va parler de carbone, mais on va parler aussi de carbone biogénique. Est-ce que c'est une information qui peut être transportée par des objets? C'est peut-être un peu... Potentiellement oui, parce qu'aujourd'hui on est capable d'attacher n'importe quelle propriété à un objet, de le faire voyager d'un logiciel à l'autre. Maintenant, ce qu'on attend, c'est un petit peu plus d'aide à la saisie et à la qualification justement des objets. Là aussi, la réponse elle est multiple. Techniquement, on va y arriver. Que ce soit pratique, c'est là qu'est tout l'enjeu. Alors Jean-Marc, on va peut-être pouvoir avoir une dernière petite question et puis ensuite on va clôturer. Alors une petite question. Alors bon, vous avez vanté Archicad, notamment Christophe, c'est très bien. Et puis on a une question pour dire, mais finalement par rapport à Revit, quels sont les bonus d'Archicad? Oh là là, vous êtes sûr qu'on va se lancer là-dedans maintenant là? Je peux pas répondre, hein, forcément. C'est quoi Revit? Ah, c'est la réponse de Cécile. Bon, bah, je crois qu'on va pouvoir arrêter ici alors. Pas de souci. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tous intervenants, mais aussi participants d'avoir été présents aujourd'hui. Alors, on sait qu'il y a eu beaucoup de questions qui n'ont pas encore été traitées. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir vers vous d'ici une petite semaine pour vous apporter toutes ces réponses dans un document PDF directement. On va également vous transmettre le replay de ce webinaire avec les coordonnées de tous nos intervenants du jour. Donc, encore une fois, merci beaucoup à tous intervenants et puis public d'avoir été présents aujourd'hui. Merci à Bent pour cet événement. Oui, justement, si vous me permettez, je voudrais moi aussi remercier les intervenants et vous remercier pour l'organisation de l'événement. Et c'est vrai que sans rentrer dans la comparaison logicielle, je trouve que s'il y a un message à retenir de ce matin, c'est que le numérique, ça offre de la liberté. C'est pas du tout le raccourci qu'on nous fait sur le hors-site et l'uniformisation en fait des méthodes, des matériaux, des composants. Au contraire, c'est beaucoup plus de liberté. Donc merci. Merci d'avoir contribué à le démontrer. À bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.